94.0 Radio Bien-être. Laissez voguer votre imagination. Environnement, hygiène, paix, santé. C'est ton écoute libre sur la 94.0. Le personnage principal qui est anonyme, c'est un choix. Quelle est la raison? Oui, c'est un choix. Ça, je peux l'expliquer. Elle est anonyme, son père est anonyme, elle l'appelle papa. Sa mère anonyme, c'est une famille anonyme pour que chacun ramène cette famille à soi-même. Voilà. Et donc, que chacun aussi ramène le personnage à soi-même. Je pense que ces expériences, les leçons qu'elle tire également, les choix qu'elle fait, sont des choix que nous pouvons nous aussi faire pour pouvoir améliorer notre existence et aller à la conquête de nos rêves. Voilà. Et c'est de façon volontaire que je choisis de la rendre anonyme, elle et sa famille. Alors, Adia, où est-ce que souvent... Au niveau de la lecture, je constate que les personnages, la jeune fille, son père et sa mère, sont des personnages idéalistes. À tel point qu'on a l'impression que c'est tellement parfait et beau que l'auteur a voulu... je ne sais pas, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel? Non, mais c'est sûr que c'est pas réel. Non, si, c'est réel. Quand on lit le livre jusqu'à la fin, on se rend compte qu'ils ont le destin de la plante. Voyez, quand vous mettez une graine en terre, ça pourrit. Ça pourrit. Et puis, quelques jours après, vous voyez, le jeune pousse. Voilà. C'est ça, la plante qui sort de terre. C'est très beau, mais vous ne savez pas que c'est le résultat d'une pourriture. Quand vous lisez l'histoire, vous voyez que ce n'était pas une famille du tout idéale au départ. On a vu la mère. Là, tu n'as pas insisté, l'auteur n'a pas insisté sur les épreuves. Pour dire aux gens que votre passé, ce n'est pas ça le plus important. C'est quelles sont les leçons que vous en tirez pour construire votre présent et votre avenir. C'est plutôt la famille de Saint-Tiche qui a vécu quand même, où les épreuves étaient un peu plus fortes. Parce que Saint-Tiche, par exemple, ses petites sœurs, ses petites cousines, ses petites cousines, Clara et Vanessa est mort dans un feu de brousse. Oui. Ensuite, la mère est morte en couche. Voilà, en couche. Et après, elle meurt brusquement dans un accident de circulation, après, dans la ferveur de l'adolescence, dans les déviations de l'adolescence. À part ça, il y a eu la déception du personnage principal avec Démosthène. À part ça, il n'y a pas d'épreuve. Pas de preuve. Il n'y a pas d'épreuve. Et puis, ce que je veux ajouter... Tout est beau, tout est beau dans ce livre. Vous pensez qu'il n'y a pas assez d'épreuves comme ça? Le père qui meurt dans le feu de brousse. Il a dit, je cherche le nom de cet auteur, la mort de tout homme est diminue parce que je suis solidaire du genre humain. Voilà, vous voyez, du genre humain. Attendez, le père qui meurt dans un feu de brousse, la mère qui meurt en couche, les jumelles qui sautent la clôture la nuit, elles font semblant de dormir, elles sautent la clôture, elles passent par la fenêtre, qui vont mourir d'un accident avec des jeunes gens parce qu'ils sont allés boire et en venant avec la voiture d'ailleurs des parents qu'ils avaient volés qui meurent. Mais nous souffrons collectivement déjà. Non, on le dit pourquoi? Parce que tu mets l'accent sur la réussite avec l'effort, le courage, en dépit des épreuves. Donc, c'est supposé que ce qui devait être en avant serait les épreuves et le courage de la résistance, la résistance, la persévérance, etc. Mais bon, on voit mais plutôt... Pourquoi on voit plutôt... Non, répondez. Il faut que les épreuves aient une fin aussi. Parce que si les épreuves ne s'achèvent pas, c'est l'être humain qui court lui-même à la perdition. Et donc, lorsqu'une épreuve est survenue dans une existence et qu'on peut en tirer le meilleur profit, on va devant. D'abord, cette épreuve vous assagit parce que vous n'êtes plus disposé à revivre des épreuves de la même nature. Bien sûr. Et donc, ça fait un plus dans votre évolution personnelle. Donc, il faut que les épreuves s'achèvent dans la vie. Elles sont nécessaires à notre évolution. Bien sûr. Il faut bien qu'elles s'achèvent, sinon notre vie ne serait plus qu'un enfer. Et au moment où le personnage apparaît, les épreuves sont passées. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est fille unique de sa mère, parce que sa mère, quand elle était plus jeune, elle a eu une grossesse dans l'adolescence, et sa mère à elle, donc sa grand-mère, la mère à elle, pour ne pas que le scandale éclate, a fait avorter la fille, à l'insu même du père, à l'insu même du père, donc du grand-père de notre personnage. Et à la suite de cet avortement clandestin, il y a eu des complications.
Le premier bébé de la dame est venu mort-né. Le deuxième bébé est venu en prématuré et n'a pas survécu à la couveuse. Et notre personnage est troisième. Vous voulez que je fasse sortir encore toutes ces épreuves? Je préfère montrer un peu les épreuves de la famille des Saint-Tiges, montrer que voilà, c'est une famille qui s'est consolidée. Et au-delà de cela, pourquoi voulez-vous que forcément ceux qui réussissent soient passés par des épreuves? Moi, je connais un monsieur, et bon, écoutez, elle a eu une épreuve quand même visible, la tentative de viol dans les toilettes, parce qu'elle a bu de l'alcool. Je connais aussi un monsieur qui n'a vécu qu'un seul malheur. On l'a chassé de sa maison en 99. Un seul malheur. Je suis ton regard. Il est venu très jeune. À 21 ans, il était dans les hautes instances. À 24 ans, il était ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, président. Mais voilà, c'est quand même monsieur assez sage. C'est trop voilà, bon, pourquoi vous voulez que forcément ceux qui réussissent sont ceux qui aient traversé des épreuves? Mais ça dépend du message. Je pense que pour un message de développement personnel, oui. Le lecteur qui achète cet ouvrage-là est dans des situations difficiles. Pour Ligne d'Or, si je dois décrire Ligne d'Or, je peux dire que c'est un livre de développement personnel qui permet à toute personne de traverser des situations difficiles. Donc, au niveau de l'aspect psychologique, ce livre est un remontant. Maintenant, il se trouve que le personnage principal en question vit dans des conditions de vie vraiment agréables. Ah, c'est pas si agréable que ça. Hein? Oui, pendant son stage, on a vu le harcèlement sexuel qu'elle a vécu. Bon. Et les pièges. Ce sont des épreuves mineures. Oui. Quoi? Ce sont des épreuves mineures. Ah bon, le harcèlement sexuel. J'ai reçu la dernière fois. Je pense que nous avons le harcèlement sexuel pour une femme, c'est au quotidien. C'est dans la nature des mais choses. est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est des pressions qui font que, par moment, il y en a qui cèdent. Après, elle a eu facilement le boulot. Non, on n'a pas eu facilement le boulot. On l'a coopté au cours de l'Assemblée générale des actionnaires du consortium Abidjan. On l'a coopté pendant qu'elle était stagiaire. Mais elle s'est tellement bien impliquée dans le travail que les grands patrons l'ont remarqué et ont vu son profil, ils ont créé un poste pour elle. C'est pour vous dire quoi, prenez tout au sérieux. Même cette émission qu'on est en train de faire, il faut la prendre au sérieux. C'est pour ça que j'étais là 1 heure avant l'émission. Parce que je prends très au sérieux la radio de bien-être, je prends très au sérieux les attentes des lecteurs. Engagez-vous très sérieusement. Les épreuves, d'accord, mais quand il n'y a pas d'épreuves, il faut plus travailler. Il y a des gens effectivement qui attendent des épreuves pour se réveiller. Ah non, on peut aussi voir les expériences des autres et puis les éviter. Je vous assure que si ce viol avait été consommé dans les toilettes, elle n'aurait pas eu le même destin. Elle n'aurait pas eu le même destin. Oui. Alors, la psychologie, étudions un peu, parlons du père. Il est paternaliste. Oui, protecteur, supprotecteur. Supprotecteur. Alors, qu'est-ce que tu voulais montrer à travers ce personnage? Oui, parce qu'il avait été très mauvais garçon à l'époque. Voilà, il a failli perdre son épouse. Et donc, il a compris qu'à un moment, il faut regarder ce qui est positif dans les autres. Je crois que je l'ai écrit dans une des pages, que nous avons tous les défauts, nous avons tous les qualités. Mais ce n'est pas avec les défauts des autres qu'on va construire notre avenir commun, c'est plutôt avec les qualités. Voilà, et donc, il a travaillé à préparer sa fille pour qu'elle évite les erreurs de son épouse et lui-même ses propres erreurs. Je crois que souvent les enfants pensent qu'on les embête. On les embête. Alors que nous avons commis des erreurs de jeunesse. Nous voulons évidemment que nos enfants évitent les mêmes erreurs. Voilà, quelqu'un a fait un post sur Facebook, j'ai vu que le temps que vous vous rendrez compte que vos parents avaient raison, vous aurez une fille qui vous dira que vous avez tort. Voilà, et donc ce père-là, c'est le père protecteur. Je crois que chaque papa, tu es un papa, Yann? Non, pas encore. Voilà, sois comme ce père, voilà ce qu'il veut dire. Protégez vos enfants, mettez-les à l'école, protégez-les, garantissez leur sécurité du mieux que vous pouvez, donnez à manger à vos femmes, à votre femme, à vos enfants. N'ayez pas de maîtresse dehors, n'allez gaspiller votre argent, conservez votre argent pour mettre vos enfants dans les meilleures écoles, c'est ce que je veux dire. Voilà. Je voudrais que l'auteur revienne sur le personnage de Démosthène. Non, mais on avait parlé de la mère, après Démosthène, après c'est la mère, d'accord, la mère. La mère est plus sévère. Cette surprotection, oui, c'est efficace aujourd'hui? En tout cas, c'est pas efficace, mais quand vous avez mis ces balises-là, et que l'enfant évite un drame, ça devient efficace. C'est ce qui s'est passé. Malgré tous ces conseils,
ça ne l'a pas empêché d'aller dans un anniversaire, de consommer de l'alcool, alors que les parents étaient de boire. Elle s'est dit, papa n'est pas là, maman n'est pas là, moi je vais boire. J'essaie une fois. Ouais. Voilà, elle a essayé une fois, et les gens ont remarqué qu'elle était saoule, ils ont voulu profiter de la situation pour la violer. Vous voyez, et c'est parce que ça n'a pas été consommé qu'elle a compris que les parents ne disent pas les choses pour nous embêter, mais ils disent ça pour nous protéger. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc, bon, dans la Bible, c'est écrit, on dit, enseigne l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, comme ça, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais il va peut-être s'en détourner, mais quand il va rencontrer la première difficulté, il saura au moins quel est le chemin. Il n'a pas tant aux parents de montrer le chemin. 14.0. Oui, maintenant on peut savoir. Oui, maintenant. On peut savoir, parce qu'on peut savoir, quand on a vu un Démosthène pleurer au pied de cette femme. Excuse-moi, une parenthèse. Est-ce que tu as la signification du nom Démosthène? Non, en fait, Démosthène, le personnage de Démosthène, C'était grec, là. Oui, mais c'est son double jeu. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un garçon, il voulait jouer les séducteurs, ça c'est clair. Ouais, dans l'âme. Oui, au départ, il voulait jouer les Ça me séducteurs. rappelle Charles Pemont, je me dis, mais c'est Charles Pemont qui est là. Non, c'est pas moi. dans ce personnage. Non, moi je serais plutôt. Si on devait ramener à ce personnage, je serais plutôt le père. Non, Le père. quand même. Non, Moi, je te voyais comme l'auteur, hein, comme l'écrivain. Oui, Charlie Montep là. Oui, Montep. Non, Montep c'est un homme politique, moi je suis pas un homme politique. Non, mais je vais dire au niveau des idées que l'écrivain. Charlie Montep. Oui, Non, Charlie Montep. Ça me rappelle. Charlie Montep, c'est un idéal pour tous les hommes d'art et de lettres. Voilà. Nous voulons passer des idées à l'action. Et Charlie Montep a le courage de passer des idées à l'action. Voilà. Il s'appelle Charlie Montep. Voilà. Et nous, Comme Charles Pemont. et nous, Pemont. Charles Pemont, Montep. Adia, Démosthène, Coblan, nous sommes des auteurs. Pour nous, il y a Démosthène. Pour nous, Montep est une référence. Mais pour revenir à Démosthène, en fait, ce Démosthène, c'est son double jeu. Voilà. Il essaie quand même de démontrer, gâter un peu le travail des parents. Parce que les parents faisaient en sorte que la fille, elle soit prude, qu'elle aille au mariage, même vierge. Bon, elle est arrivée. Mais elle a failli quand même céder à la tentation. Voilà. Et après combien d'années de persévérance de Démosthène. C'est pour ça que quand Démosthène l'a trahi, elle a mal au cœur, elle ne veut plus jamais le voir. Mais est-ce que tu veux dire par là, parce que ça donne l'impression que l'auteur est en train de dire que la fidélité ou la chasteté, c'est pas l'apanage des hommes. Oui, mais c'est comment Bon, il y a qu'à bien regarder comment le monde fonctionne. Oui, il a même dit, hein, la continence. Déborah a même dit que c'est un leurre, la continence chez les hommes. Oui, Déborah, parce que Déborah, elle a été victime de beaucoup. Déborah, elle croit plus là. Non, avant de parler de Déborah, oui. Est-ce que l'auteur est en train de dire que c'est cette condition personnelle? Je suis en train de dire que la tentation du sexe est plus forte chez les garçons. Et une fois que cette tentation s'est levée, elle produit de l'ombre qui couvre les jeunes filles. C'est à la jeune fille de se dégager de cette ombre ou alors de rester sous cette ombre si elle se sent à l'aise. Mais en général, il est beaucoup plus difficile pour les hommes d'être continents. C'est pour ça que d'ailleurs, ils ont des pollutions nocturnes. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui ont des pollutions nocturnes, mais en tout cas, en général, c'est des garçons. Parce que voilà. Les maris de nuit, hein? Bon, maris de nuit, il paraît que c'est un phénomène diabolique. Bon, là encore. Ça, c'est une interprétation. Là encore. J'ai dit il paraît. Non, là, j'ai dit il paraît. On n'a pas dans le livre, mais il paraît que. Mais moi, je parle de. Il y a le technicien qui regarde là, on dirait qu'il a la pollution nocturne des maris de nuit et des femmes. Parce que la pollution nocturne, en fait, c'est quoi? C'est le résultat. C'est le résultat de nos fantasmes. Voilà, c'est le résultat de nos fantasmes. Et quand le petit garçon dort, là, cette photo, ou bien cette vidéo, ou bien cette jeune fille, voilà. Là, il n'y a pas de censure. Voilà. Mais au niveau de. Oui, il n'y a pas de censure. Oui, le subconscient fait ce que le conscient ne peut pas faire. Oui, le subconscient, oui, non, là, il n'y a pas de censure parce qu'il y a censure quand il y a une volonté manifeste. Voilà. Et on sait que c'est pas bon et on le fait. Alors, là, c'est censuré. Donc, Démosthène, le nom de Démosthène, en fait, il y avait son double jeu. Mais il y avait également le fait que, quand j'étais au lycée classique d'Abidjan, il y avait un Démosthène un peu voyou comme ça. Donc voilà, c'est à lui, c'est bizarre. Hein, quand j'ai pensé à donner un nom aux courtisans de notre personnage principal, c'est Démosthène. Et puis on n'a pas décrit physiquement Démosthène, mais si moi je dois accompagner un réalisateur, c'est sûr que dans mon subconscient, c'est notre Démosthène. Donne-nous une description physique. Parce que d'abord, donne la description physique. De Démosthène. Moi, voilà. je te dirais. Imagine, non, chacun imagine, voilà, c'est ça aussi la
Non, quand tu lis, moi je vois un Démosthène grand détail, mince comme moi, qui est, comme tu l'as dit, séducteur, mais physiquement grand détail, mince comme moi et qui a l'air sûr, comme tu l'as dit, qui est serré, qui a une forte confiance en soi. Ça c'est de l'intérieur. Non, ça c'est pour vous le physique, il est grand, il est mince. Si. Et lui? Moi, le physique, je me suis automatiquement référé à la couverture. Oui. Je me suis dit que je pensais automatiquement à un homme clair, grand détail, parce qu'une femme métisse qui a un enfant métis, automatiquement. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que le jeu, je me suis dit, le jeu, c'est la dame. Oui, c'est elle, oui. Tu sais pourquoi je dis ça? Oui. Je sais pourquoi j'ai donné cette description. Parce que ce Démosthène en question, sa sérénité, sa confiance en soi ne vient pas de ses atouts physiques. C'est de ses atouts intellectuels. Oui, parce qu'il lit beaucoup, c'est un grand lecteur. Justement. Voilà. Et il ne rate pas les rencontres d'écrivains. Oui. Voilà. Par contre, habituellement, qu'est-ce que les jeunes font? Ils ont l'habitude de mettre plus l'accent sur les atouts physiques. Mais ce Démosthène... Mais Démosthène, il n'est pas mince. Démosthène, il n'est pas mince, il n'est pas très grand. Il fait à peine 1m75, 1m80. Pas très grand. Il a un teint un peu foncé. Il a un teint un peu foncé. Mais il est sûr de lui. Il est même parfois arrogant. C'est cette arrogance qui est apparue. Le vrai, comme tout garçon. Hein. Ah bon, moi c'est bizarre, moi je suis pas arrogant. Moi je suis pas arrogant du tout. Donc c'est lui quoi. C'est-à-dire que c'était lui. Et du coup, c'était facile pour moi de construire le personnage de Démosthène. Voilà. Mais et puis il a le culot. Comment il peut dire à la dame que je suis sorti avec l'autre, hein, en pensant à toi, parce que justement je voulais que ce soit le dernier coup comme on dit, et puis elle disparaissait de ma vie. Ça c'est assez arrogant. Est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité, et c'est ça qui s'est passé. Elle avait dit qu'elle allait se suicider si Démosthène ne lui faisait pas cette grâce. Voilà, parce qu'elle voilà, on n'a pas de continence, elle manque de continence. C'était l'amour de Démosthène. Démosthène était vraiment amoureux d'elle. Et elle a trompé Démosthène avec un des amis de Démosthène. Oui, parce qu'il y a des femmes qui sont des nymphomanes. C'est une nymphomane, c'est le cas de le dire. Je n'ai pas mis le mot, mais c'est une nymphomane. Voilà. Et maintenant, Démosthène est resté sans petit ami jusqu'à ce qu'il rencontre notre personnage à cet anniversaire de Saint-Tiche. Et maintenant, je ne sais pas si c'est parce qu'il est resté trop longtemps dans la continence ou de la frustration. Il s'est laissé emballer. Au départ, il était gentil, mais après, il a commencé à montrer son arrogance et elle a mené balader rapidement. Et pourtant, il lui plaisait bien. Tout à fait. Voilà, il lui plaisait vraiment bien. Et elle a aimé dès le premier regard. Ça, c'est l'amour pur. L'amour de personnalité, l'amour pur. Elle a aimé Démosthène dès le premier regard. Il s'est montré arrogant, d'accord, mais après, il a trahi. Mais après cela, elle a aimé aussi sa persévérance. Parce qu'après cela, il est revenu maintenant avec son oncle pour aller voir la fille à la maison. Il a même plus à la maison, voilà, à la maison et à la maison. Et après, il est venu même à son appartement. Elle a reçu dehors. Elle a repoussé, elle a commencé à pleurer. Et c'est par ces pleurs-là qu'on sait que finalement, il est sincère. Voilà, il était sincère. Une parenthèse, en fait, la richesse de cette œuvre, c'est dans les maximes, dans les paroles, les proverbes. Et ce qui colle avec, ces maximes qui collent avec ce que tu es en train de décrire, cette scène, lorsque les parents de Démosthène allaient avec son oncle voir le personnage principal, la fille en question, pour lui demander pardon, après avoir essuyé plusieurs refus de cette jeune fille, pour fouetter son orgueil, le père de la jeune fille lui dit... Ça, c'est à quelle page? À la page 165. Je sais que les lecteurs nous suivent. 165. Tu lui en veux pour ce qu'il t'a fait? Et que je lui répondis, non, car je ne me considère jamais comme une victime, mais toujours comme une apprenante. Nous échangeâmes sur le sujet dans la salle à manger. Il n'avait pas trop de mots à conjurer pour me dire ce qu'il en pensait, puisque depuis mon adolescence, il ne m'avait rien caché de son passé. D'abord, la phrase qui m'a plu, c'est non, car je ne me considère jamais comme une victime, comme une apprenante. Mais toujours comme une apprenante. Ça fouettait son origine au départ, elle ne voulait pas pardonner. Et voilà encore ce que tu dis. Dans tout élan de réconciliation, c'est surtout ça qui a l'autre là c'était une espèce d'introduction, mais c'est là la chute. Ce que le père lui dit, c'est ça qui a fouetté son orgueil. Oui, vas-y. Dans tout élan de réconciliation, le plus fort est celui qui fait le premier pas. Si l'autre saisit la main tendue,
il se joint à cette force et tous les deux fusionnent et deviennent plus forts. La personne qui détourne le regard ou tourne le dos à la réconciliation ne montre alors que sa faiblesse. Et je sais que ma fille n'est pas faible. Oui, tout à fait. Et là, nous pouvons même l'appliquer à notre vie politique aujourd'hui, à la vie publique ivoirienne. On peut publier cela, c'est clair. Parce qu'au-delà, c'est pour ça que je dis que j'écris des lecteurs intelligents. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire elle-même, qu'on peut lire au premier degré, mais au second degré, c'est vraiment la vie des peuples, la vie des nations. Cette histoire de réconciliation. Il y a des gens qui ne veulent pas encore cette réconciliation en Côte d'Ivoire. On a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire, mais il y a des gens qui ne veulent pas encore cette réconciliation. Il y en a même qui le confessent. Hein. Mais cela est aussi visible dans nos comportements, dans nos réactions. On prend un exemple. La Côte d'Ivoire, en finale, une équipe dit on ne gagne pas, une équipe... Enfin, un groupe dit on ne gagne pas, un groupe dit on gagne. C'est qu'on est divisé, c'est ça. Parce qu'on n'est pas réconcilié. Ça veut dire que dans le subconscient, les gens même refusent la réconciliation. Mais ceux qui refusent la réconciliation sont les plus faibles. Et dans le cas précis, quand le père met cela devant sa fille, elle est obligée de montrer qu'elle est la digne fille de son père, qui est forte. Voilà, et ce père-là qui est complice, qui est son complice depuis son enfance. Et donc, ça lui a permis de comprendre que il était temps quand même qu'on pardonne parce que on n'est pas toujours innocent. Et elle a dit qu'elle est inapprenante. Parce qu'au départ, elle avait une confiance aveugle. Maintenant, elle va avoir une confiance conditionnelle. Plus raisonnable. Voilà. On dit souvent que la confiance n'explique pas le contrôle. Alors, Diego, tu as... J'aimerais revenir, non, ce n'est pas une question, mais je vais revenir sur des extraits qui m'ont beaucoup marqué. Ouais, c'est ce que je voulais faire avant la fin de... Vas-y. Ok. Quand quelle page? Quelle page? Parce à la page 79. 79. Toute petite phrase, hein. Page 79. Oui. Quand un enfant commence à faire semblant, c'est que son âme a déjà vieilli. Oui. Un peu plus loin, je vais... Et ça, ce choix, c'était également un des choix d'une animatrice d'une télé, de la télé. À la page, je viens encore à la page 92. 92. À la page 92, tout au milieu. C'est curieux, mais plus il y a de monde, moins on se sent entouré. Et moins il y a de monde, plus on se sent entouré. Oui. On sent qu'il y a de la profondeur dans ces phrases. Parce que plus il y a du monde, il y a des gens, je le dis, hein, aujourd'hui par exemple en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui appellent à voter par exemple pour le président sortant. Simplement parce qu'ils sont convaincus qu'il va gagner. Et puis, les gens là, il y en a parmi eux qui n'auraient jamais demandé qu'on vote pour lui s'ils n'avaient pas la conviction. Ben, comme tout le monde est là-bas, donc plus il y a du monde, il y a de l'hypocrisie qui... Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller plus en seconde lecture. Il y a de l'hypocrisie, plus il y a du monde. Même un viol est un scandale. Seulement qu'il n'est pas réciproque. Oui. C'est pourquoi il n'est pas réciproque. Sauf... Attendez, oui, le désir, oui, je vois maintenant. Voilà. Elle dit, je n'ai jamais ressenti de l'attirance pour Démosthène. Oui. Le désir, oui. Le désir est un dérivé de l'amour. Même un viol est un instant d'amour, sauf qu'il n'est pas réciproque. C'est pourquoi il y a faute. Et à la faute, on applique une sanction. J'aimerais que l'auteur explique un peu. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Je sais que moins de 10 minutes. En tout cas, c'est un ouvrage vraiment riche. Je vais lire aussi certaines parties et puis avant de... Ok. Il y a un extrait aussi qui me plaît bien. Vas-y. À la page 107, l'auteur nous dit « La femme, c'est comme une pépite d'or. C'est l'homme qui lui donne sa valeur. On a beau ramasser une pépite d'or, si l'on ignore ce qu'elle vaut, alors elle ne vaut rien pour soi. » C'est vrai? C'est évident. Voilà, vous pouvez ramasser du diamant, tout ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que c'est rien pour vous. Et c'est ça le problème des Africains. On a la terre, on a la verdure, on a le climat. Au lieu de chercher à transformer pour notre indépendance économique, etc., on ne le fait pas. Oui. Alors, quand tout arrive, il commence à exploiter. On crie au scandale. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Dans la Niturjala, par exemple, je fais un clin d'œil. Eux savent ce que ça vaut. Ils savent ce que ça vaut. Alors, Chan, je vais citer aussi certains. Quelle page? Mon préféré, parce que je suis un poète. À la page 57. 57. Oui. D'abord, tu dis, quand on parle d'un objet, d'une espèce végétale, animale ou astrale, on le ramène toujours à soi. Et voilà où ça commence.
Comme ce poète solitaire, abandonné de tous et menacé de mort par des industriels à cause de sa lutte intraitable contre la déforestation, qui voyant un arbre qu'on abat, s'écrie: on m'abat à coups calculés de hache rouge, qui pleure des torrents de larmes. Et qui pleure des torrents de larmes. Oui, parce qu'en général, ça va pas, ceux qui s'engagent pour la cause commune, lorsque ils sont victimes de complots ou d'agressions, ils sont laissés à eux seuls. Aujourd'hui, si moi je me lève et que je commence à engager certains combats légitimes pour l'Afrique, ceux qui mangent dans la poche de ceux qui font des suspensions, mais lorsque les premières difficultés vont commencer, au lieu de faire un bloc autour de moi pour que ce combat collectif aboutisse, pour que nous tous nous puissions également en tirer les dividendes, mais ils vont me lâcher. Voilà. Et on m'abattra à coups de hache rouge. À la page 35. Ça, je l'ai publié ce matin sur Facebook. Apprends à te taire, même quand tu as des raisons de parler, si tes mots peuvent faire moins de bien que de mal, car toute parole qui ne guérit pas doit faire silence dans la bouche du sage. Tout à fait. Ensuite, je ne vais pas citer beaucoup. C'est pour dire aux auditeurs que s'ils s'achètent l'œuvre La Ligne d'Or, ils ne regretteront pas. Voyez-vous, mes enfants. Quelle page? Page 65. Ça, c'est Charlie Montep qui parle, je crois. Oui. Voyez-vous, mes enfants, quand des esprits méchants en auraient brûlé des tonnes et des tonnes, il veut parler des livres, il en restera quelques exemplaires qui surnagera des cendres pour redonner vie aux idées, aux êtres et aux choses. Le livre est un esprit, un souffle immortel. 26. Oui. Alors, à la page 111, une amitié ne vaut même pas le poids d'une plume de moineau si elle ne marche pas avec la vérité. Et souviens-toi, un jour, ceux qui sont partis reviendront, un jour ceux qui sont venus partiront. Les leçons de la morale, tout le monde aime en donner, mais personne n'aime en recevoir. Donc ça, c'est pas... C'est vers le monde. Ouais, c'est vers le monde. Donc, voilà. Il y avait un que je ne retrouve pas, mais bon... Et ça parlait de quoi à peu près? Voilà, je l'ai cité avant l'antenne, je l'ai retrouvé ici. C'est à quelle page? C'est à la page 103. À page 103, oui. Si vous marchez... Non, je te laisse d'abord voir le deuxième paragraphe. Oui. La page 103. Oui, oui. Si vous marchez en levant les yeux vers le ciel, vous aurez l'impression de ne pas avancer. Peut-être est-ce l'heure de douter de nos pas d'humains faussement si sûrs de nous-mêmes et réellement pétris d'imperfection. Il est des nuits claires, quand la lune et les étoiles sont de bonne humeur. En ces nuits claires, on peut voir bien loin devant soi, détecter les formes qui se meuvent, et éviter de rencontrer le loup ou de tomber dans les pièges du renard. Et il y a des nuits noires, pendant lesquelles même le bout de son propre nez se confond avec les ombres épaisses de la nuit. Oui, parce qu'il y a des situations où on est dans le doute. Bien réfléchi et bien dit. Alors on est dans un doute absolu où on ne peut même pas lever la réflexion. Mais il y a des situations aussi terribles dans lesquelles au moins la réflexion peut nous permettre d'en sortir. Et donc c'est les deux situations que nous avons mis en scène. Il y a certains moments où on est vraiment au creux de la vague. Tout à fait. Et on ne sait même pas ce qu'on doit faire. Et puis il y a des moments où c'est difficile, mais au moins on a une lueur. Voilà. Et donc, mais dans les deux cas, il ne faut pas désespérer. Voilà, dans les deux cas, il ne faut pas désespérer. Voilà. Alors, chers auditeurs, nous avons passé un bon moment avec vous, en compagnie de nos auteurs Adi Ago, Charles Pemont et Angelo Coblan. Alors, l'émission tire à sa fin. Merci à ceux qui nous ont écoutés depuis l'étranger via Internet. Pour ceux aussi qui nous écoutent ici à Abidjan en se connectant sur Internet. Alors, pour suivre l'actualité littéraire de Bien-être littéraire, tapez Bien-être littéraire sur Facebook et vous verrez. Et jusqu'à présent, nous avons reçu beaucoup d'auteurs. Aujourd'hui, nous avons reçu Charles Pemont avec son livre La Ligne d'Or. Et nous avons eu beaucoup de plaisir à décortiquer son œuvre, à savourer son œuvre. C'est l'occasion de vous dire d'aller dès demain dans les librairies, dans toutes les librairies. Le prix c'est 3500 francs seulement. Hein, achetez La Ligne d'Or et vous ne regretterez pas. Il est riche en enseignements, riche en expérience, en maxime. Alors c'est l'occasion de, c'est maintenant que je vais vous donner la parole, le tour de table pour dire des mots. On va commencer par Adi Ago. Merci d'être venu. Merci Yann, je vous remercie d'avoir accepté de m'inviter à ce débat.
Je voudrais dans un premier temps adresser toutes mes félicitations à Charles Plemont et puis encourager les Ivoiriens à lire et à écrire. Il y a beaucoup de choses à dire de notre société, de notre pays, et c'est à la jeunesse de perpétuer l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers la littérature. C'est vrai que ça n'est pas très facile. Souvent, quand on écoute de jeunes écrivains, ils sont un peu déçus de ce qui se passe dans les maisons d'édition. Mais c'est que la littérature a ses règles. On n'écrit pas comme on parle. On peut avoir des idées, mais il faut se donner les moyens d'écrire selon les règles de la langue française. À partir de ce moment-là, je crois que l'éditeur peut accompagner l'initiative. En tout cas, j'encourage les Ivoiriens, notamment les jeunes, à lire, parce que une grande part de notre formation dépend de ce que nous apprenons à travers les écrits des autres. Merci beaucoup, notre auteur Adiago. Bon retour sur Dabou. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Alors, Angelo. J'aimerais féliciter l'auteur Charles Plemont pour son livre La Ligne d'Or. Vraiment, je l'ai lu et je conseille les auditeurs de la radio dès le lundi de se diriger dans toutes les librairies et d'acheter ce livre-là. Je vous assure, ce livre est une mine d'or et il vous permettra d'atteindre certainement la ligne d'or. Vraiment, merci à l'auteur pour les idées, pour la profondeur de ses idées et vraiment qu'il continue. On attend le prochain livre et on espère que tel que ça a débuté, plus tard, il fera partie des meilleurs en Côte d'Ivoire. Merci. Merci Angelo. Alors Charles Plemont. Bon, ça c'est mon livre le plus gentil, comme je l'ai dit. Les autres textes sont, je sais qu'il y a ma partie avec les politiques, avec les religieux et tout. C'est le livre le plus gentil, c'est le livre le plus gentil. Et comme dernier mot, je dirais simplement la fin du livre. Moi, en feuilletant ces pages du passé, je comprends que toute personne, à tout moment de l'histoire, peut renoncer à de mauvais destins, de mauvais choix, revenir sur le droit chemin, prendre de meilleures options et redonner un sens à sa propre existence et à celle d'autrui. Je ne désespère plus des comportements humains comme au jour d'autrefois, quand, au carrefour d'une sombre nuit, le doute avait installé son trône en mon esprit. Je sais que quelque autre personne pourrait trahir au fil du temps, piégée par son égoïsme, sa cupidité et ses inconséquences. Mais elle ne changerait guère le cours de mon histoire, puisque je n'abandonnerai point mon destin entre ses mains perfides. Je n'épuiserai donc pas mon énergie à lui en vouloir, encore moins à rechercher la vengeance. Je m'appliquerai plutôt à trouver le moyen légal et légitime de m'en sortir et d'aller de l'avant en direction de la ligne d'or. J'ai l'assurance que nous aurons toujours du soleil pour éclairer notre destinée si notre cœur est bon, nos idées claires et notre volonté grande à toucher le ciel. Ainsi, le meilleur reste à venir tant que nos rêves sont vivants. Vous pouvez me croire. Merci Charles Plemont. Bien dit, ça s'applaudit. Alors, bon vent à la ligne d'or et merci chers auditeurs. À dimanche prochain avec un nouvel auteur. Pour le moment, on ne sait pas, mais vous le verrez sur la page Facebook. Alors, que Dieu vous garde. À dimanche prochain.